Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous avez passé un beau mois d'avril. Moi je vous avoue que je suis à fond dans les cartons entre les BD, les livres, les jeux de société, je vous mettrai une petite photo pour illustrer tout ça, et on reviendra un peu sur le sujet dans la conclusion. En avril j'ai aussi commencé une nouvelle série de vidéos qui sont des duels de jeux de société, alors j'ai appelé ça de manière absolument inventive, et après avoir changé d'idée à peu près 15 fois, le Seigneur des plateaux. Donc si vous n'avez pas encore vu ça, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est tout rassemblé dans une petite playlist que je vous mets dans la description. Alors ce mois-ci, en avril, beaucoup de découvertes, avec un seul top, cette fois-ci, contrairement aux 5 ou 6 du mois dernier, tous les mois ne peuvent pas se valoir, mais heureusement, par contre, il n'y a pas non plus des choses aussi regrettables et nulles que le mois de mars, qui vraiment, le mois de mars, il y a le grand écart à la Jean-Claude Van Damme entre vraiment les trucs incroyables et des choses vraiment infâmes. Là, on va être dans un truc un peu plus homogène en termes de qualité, avec quand même, rassurez-vous, des choses très recommandables. Alors pour rappel, juste, je le fais à chaque vidéo, mais je peux vous parler de choses qui sont nouvelles, qu'on connaît en France ou pas, de vieilleries, de découvertes qui sont en physique ou en numérique, de jeux qui sont édités ou de jeux qui sont en print and play, et dans tous les cas je m'attarde pas sur les règles et sur les détails des mécaniques. Il y a tout qui est chapitré à chaque fois en description, et je le redis aussi, mais on va dérouler chaque partie par ordre alphabétique et non par ordre de préférence. Je rappelle aussi que certaines des images utilisées, c'est des photos qui sont réalisées par Eric de What's Eric Playing. J'utilise ces photos avec son autorisation, un grand merci à lui. Vous pouvez aller voir son site, je vous mets tout ça en barre d'infos, ou sur son Instagram que vous voyez défiler juste ici. Alors je leur dis aussi, j'aime pas trop faire le forceur, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, à vous abonner à la chaîne, si c'est pas encore fait, à partager tout ça, et évidemment, je vous attends dans les commentaires si vous avez des retours sur certains des jeux que j'ai présentés, ou sur des jeux que vous avez découverts au courant du mois d'avril. Et en plus, je crois que les commentaires, ça aide au référencement, mais bon, ça, j'ai plus de doutes. Trêve de blabla, on y va, on va parler des jeux dont les parties, pour commencer, ne m'ont pas trop convaincu. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Allez, on va commencer par un gros classique du 19e siècle. Vous l'avez vu, je m'intéresse depuis quelques mois aux jeux de pli ou aux jeux de défausse, donc à un moment, c'est pas mal de se pencher sur vraiment des références du genre, des bases qui ont été twistées par la suite, ces 15, 20, 30 dernières années. Alors Hearts, qu'on connaît chez nous plutôt sous le nom de la Dame de Pique, d'ailleurs je trouve les deux noms sont assez intéressants parce que le premier Hearts, ça met l'accent sur la couleur qu'on va essayer d'éviter de récupérer, là où notre appellation en France, ça appuie plutôt sur une carte en particulier, donc la Dame de Pique évidemment, qu'on essaie vraiment de laisser aux autres parce qu'elle vaut 13 points. Alors vous connaissez sans doute, ne serait-ce que parce qu'il faisait partie en fait des jeux installés à la base sur Windows, à côté du démineur, du solitaire, ce genre de choses, même si je pense qu'il avait moins de succès que ces derniers, parce que le système de jeu est un peu moins immédiat, donc on lance moins comme ça sans rien connaître. Du coup, je pense que j'y avais sans doute joué, mais j'avoue que je m'en souvenais pas trop dès que j'entendrais parler de Hearts du côté anglophone, mais c'est vraiment juste en réessayant le jeu que ça a fait tilt et que je me suis dit « Ah mais oui, mais c'est ça en fait, c'est la Dame de Pique ». Alors effectivement, on est face à quelque chose de très classique, un jeu de pli où on doit suivre à la couleur si possible, et où on ne peut pas jouer à cœur avant que quelqu'un y ait été forcé de couper à cœur. Donc il y a un peu un sentiment inverse de celui de beaucoup de jeux de pli où le but c'est de remporter les plis. Là on est dans ce que les anglophones appellent le trick avoidance, donc l'évitement de plis, l'esquive de plis, je ne sais pas. Là évidemment les plis on peut en gagner, c'est pas grave, mais dans l'idée tous les perdre c'est très bien. Surtout donc on essaye de ne pas gagner ceux qui vont comporter les cœurs ou la Dame de Pique, les cartes qui sont à éviter. Chaque cœur va rapporter 1 point, la fameuse dame va en valoir 13, soit la même chose que tous les cœurs réunis puisqu'il y a 13 cartes cœurs. Alors je vous avoue que il y a un petit échange en début de round qui apporte pas forcément énormément, enfin les décisions sont assez simples, parce que finalement les coupes qu'on essaie de se faire pour virer certaines cartes de sa main ou quoi, ça peut très vite être contré de manière assez incontrôlable. Je trouve que aussi les stratégies ça se répète un peu de partie en partie. Le point le plus intéressant je trouve c'est que en fait si on récupère tous les cœurs et la Dame de Pique, dans ce cas là on marque aucun point et c'est tous les autres qui se prennent les 26 points.
sachant que la partie finit classiquement quand quelqu'un atteint 100 points et c'est la personne qui a le moins de points qui gagne. Donc donner 26 à tous les autres, c'est quand même assez costaud. Et ouais, je vous avoue que c'est vraiment les seules manches que je trouve qui présentent un peu d'enjeu. Vraiment, on va tenter d'aller à la chasse, de vraiment réfléchir à comment on pose ses cartes pour vraiment essayer de tout récupérer. C'est ce que les anglophones appellent shoot the moon, viser la lune. Donc si on traduit un peu littéralement. En tout cas, bon, je suis content d'avoir retrouvé ce classique que j'avais un peu oublié. Reste qu'au-delà de la curiosité et évidemment de la place historique dans le jeu de cartes, c'est pas forcément un jeu de pli que j'aurais tendance à sortir en premier lieu ou à proposer. Fika, en voilà un jeu charmant. Alors déjà, ça permet d'apprendre la signification de Fika en Suède. A priori, j'ai l'impression, hein, si j'ai bien compris, que ça ressemble un peu au hygge danois. On pourrait résumer ça par une espèce de moment cosy, chaleureux, une espèce de cocon, et spécifiquement un cocon partagé autour d'une boisson chaude et des petites pâtisseries. Alors c'est un jeu qui était d'abord sorti en print and play, un jeu à 2 uniquement, où je crois il y a un mode solo aussi. Et par la suite, il a été édité par Board Game Circus, et du coup cette édition a été accompagnée par une arrivée aux illustrations de Beth Sobel, dont le style colle plutôt très bien à l'idée assez chill du jeu, et Beth Sobel qui est toujours bien pour faire vendre des jeux et pour faire un petit peu parler du côté des illustratrices. Alors je vous avoue que le ressenti, lui, justement, il est pas trop à cette image de tranquillité, de chill. Or, on est vraiment dans du jeu compétitif à 2, on essaye de faire plus de points que l'adversaire, on est pour gagner, comme Jaipur, 2 manches plus vite que lui, ça se joue maximum en 3 manches. Alors attention, on n'est pas non plus dans un jeu qui va avoir la tension par exemple d'un district noir ou dans du jeu d'affrontement, mais quand même, on est assez loin d'un feeling vraiment chill qui est produit par le thème tout tranquille. Le souci, et pourquoi est-ce qu'il est dans les c'est pas ouf, alors que moi je suis plutôt client des jeux à 2, c'est que c'est pas très intéressant, on fait vite le tour du jeu, et en fait on commence à s'ennuyer avant même la fin de la première partie. L'idée générale, hein, je rentre pas dans les détails, mais c'est qu'on va placer des cartes à des endroits de notre côté de la table, ça va nous permettre de gagner un certain nombre de points en fin de manche, si on arrive à respecter certaines contraintes, et puis par ailleurs, quand on pose les cartes, on profite aussi des effets de pause, donc il y a des effets immédiats et des pouvoirs pour les points en fin de partie. Alors bon, il y a quelques effets qui vont un peu embêter l'adversaire, mais dans l'ensemble, le gros problème, c'est qu'il y a aucune façon de marquer des points et aucun effet de pause qui est vraiment ni amusant, ni vraiment marquant, ça manque vraiment de personnalité. Le choix de où on va placer les cartes, c'est pas non plus très excitant, je vous avoue, parce qu'il n'y a pas tellement de contraintes, les choix sont relativement évidents, je vous avoue que du coup, plutôt que la douceur du cosy, on ressent un peu plutôt l'ennui, un peu paresseux, mais sans qu'il y ait ce côté un peu, vous savez, ce sentiment de plénitude, de confort. En fait, cet ennui, c'est plus le feeling d'une salle d'attente, où on n'a pas spécialement envie d'être, où on prend pas de plaisir, où c'est trop long, quand bien même la file d'attente est pas si longue, en fait, ça paraît toujours trop long. Voilà, Fika est dispo sur Tabletopia si le cœur vous en dit, mais en vrai, même comme ça, vous feriez mieux d'occuper votre temps à autre chose, à un autre jeu à 2, ou, je sais pas, boire un chocolat chaud et des pâtisseries, par exemple. Moi j'aime bien Orléans. Je l'ai découvert en 2022 sur le tard, hein, ça fait presque 10 ans maintenant qu'il est sorti, et je trouve que son système de backbuilding il est vraiment super bien fait, ce système permettant ensuite d'activer diverses choses qui sont assez cohérentes, et j'aime bien la dynamique globale du jeu. Alors comme pas mal de jeux depuis quelques années, il fallait bien que lui aussi ait sa version de jeu à cocher. Alors Draw, de Orléans Draw and Write, ici il a à la fois le sens de dessiner, hein, puisqu'on dessine sur sa petite feuille, enfin on dessine, on coche, mais surtout Draw, de tirer, de piocher les jetons du sac, comme dans Orléans. On retrouve les factions du jeu de base, les chevaliers, les moines, etc., qui ont chacune leur orientation. Il y a ce draft ouvert où on va proposer certains jetons, et du coup on va prendre quelque chose, l'adversaire va en prendre un ou deux, et puis nous on va en reprendre. Donc évidemment ça entraîne un peu de blocage, comme toujours dans ce type de mécanique de choix, même si, là aussi comme souvent, on va aussi surtout aller vers l'action qui nous permet nous de progresser plus que pour bloquer l'autre. Si on peut faire les deux, c'est évidemment mieux. Alors du jeu original d'Orléans, on retrouve aussi la récolte de ressources, on retrouve aussi une petite carte sur laquelle on va voyager, où on va construire des petits bâtiments, va y avoir aussi des bâtiments personnels cette fois, qui sont sous forme de cartes, va y avoir aussi ce petit scoring, vous savez, qui multiplie différents éléments et qui force un peu à progresser sur différentes pistes. Contrairement au jeu dont je vais vous parler juste après, il y a un mode solo qui nous oppose à la Jeanne de la couverture, et pour le coup les sensations de jeu sont très similaires au fait de jouer à plusieurs, puisque là aussi en fait on va juste veiller à ne pas laisser les jetons qui l'avantagent trop, et pourtant la sauce prend pas.
parce que déjà il n'y a pas de backbuilding, hein, ce qui était quand même une des grandes forces d'Orléans. On retrouve des choses d'Orléans et c'est pas cet élément-là qui a été pris par Jeanne d'Arc, et c'est un choix que je peux comprendre, mais je trouve que ça enlève beaucoup à tout le reste, et ce qui est cool c'est que ça permet de se rendre compte à quel point en fait cette base, le backbuilding, ça apportait énormément à tout le reste d'Orléans, le jeu de base. Et enfin, je trouve qu'il se place dans ces jeux à cocher, vous savez, qu'on voit depuis quelques temps maintenant, depuis peut-être 2-3 ans, qui s'éloignent un peu de l'image de jeux légers, avec maximum 30 minutes. Il y a eu 3 Dice, il y a eu le Mur d'Adrien l'année dernière, il y a eu Twilight Inscription également. Orléans, le jeu à cocher, donc ça se situe un peu entre deux chaises. Il y a quand même le but d'aller vers un sentiment de maîtrise, une idée de progression, mais quand même sans dépasser l'heure de jeu, ça n'a pas du tout la visée d'un Mur d'Adrien ou d'un Twilight Inscription, on est plus proche de 3 Dice. Du coup, il y a le même souci pour moi que dans 3 Dice, c'est que en fait, la base mécanique et le sentiment général, c'est pas un truc qui mérite qu'on s'y attarde plus de 30 minutes, et ça devient vite ennuyeux. Et du coup, la durée allongée, ça paraît un poil forcé, juste pour coller un peu à ces nouveaux jeux à cocher qu'on veut présenter comme un peu plus profond entre guillemets, parce que la profondeur d'un jeu dépend pas de sa durée, évidemment. Et en vérité, je trouve qu'il n'y a pas trop ce sentiment de construire un truc au long cours, d'avoir une dynamique de crescendo, et de fait, même si on avance petit à petit, et qu'il y a, comme dans beaucoup de trucs and write, des combos en cascade qui sont plutôt plaisants, on se rend vite compte qu'on se répète un petit peu, que le jeu il aurait peut-être mérité d'être un peu épuré, sans doute il aurait fallu raboter pas mal d'éléments qui ont été pris du jeu d'origine. J'ai pas de solution magique, je vous avoue, vu que le choix a clairement été fait de s'éloigner du backbuilding, qui est moi l'élément que j'ai préféré d'Orléans. Je sais pas exactement comment ça aurait été mieux, peut-être que juste, faut pas se forcer à faire des versions de jeux à cocher de toutes les licences qui ont rencontré du succès. À 25th Century Games. Depuis quelques mois, vous l'avez vu, malgré mes déconvenues chez cet éditeur, je m'acharne, des fois qu'ils aient sorti un truc qui sorte de l'ordinaire et de la médiocrité, à laquelle je commence à m'habituer. Bon, j'avoue que j'aurais peut-être pas dû me tourner vers un jeu d'Henri Audubon pour ça, au-delà de 25th Century Games, c'est l'auteur de Parks, que moi j'avais vraiment trouvé très quelconque, mais en fait ça, l'auteur je m'en suis rendu compte qu'après avoir essayé Kingswood, qui en plus, contrairement à Parks pour le coup, je trouve qu'il brille pas non plus par des visuels que je trouve assez quelconques en termes d'illustration. Alors la principale mécanique, vous savez, c'est ce système de rondelles avec des contraintes et notamment certains lieux d'arrivée qui sont interdits. On doit se déplacer d'une case, on peut se déplacer de plus si on paye, on fait l'action d'où on est parti, on fait l'action où on arrive, et pourquoi on fait tout ça ? Eh ben parce que figurez-vous que dans la forêt, il y a des monstres pas très originaux, des fantômes, des gobelins, ce genre de trucs, et que pour les combattre, donc il faudra aller sur la forêt, mais avant, il faut avoir certains items, de l'intelligence, de la force, que sais-je, du savoir, et quand on les combat, eh ben on va gagner quelques points. Voilà. Sachant que c'est une course, ce qui est plutôt quelque chose que moi j'aime bien. En général, dans ce genre de jeu, la partie va s'arrêter dès que quelqu'un arrive à 20 points, ce qui ne veut pas dire, comme dans beaucoup de jeux de course, que c'est cette personne-là qui a gagné, puisqu'il y a quelques points de victoire qui sont distribués après. Et du coup, il y a un peu un sentiment d'aller-retour entre, j'ai mes objets, je vais aller les rafraîchir sur certains lieux, je retourne dans la forêt pour combattre, et je retourne les rafraîchir, etc. Et de temps en temps, je vais aller chercher quelques pièces pour avoir de la souplesse dans l'utilisation de la mécanique de rondelle. Par-dessus ça, il y a chaque joueur ou chaque joueuse qui possède quelques spécificités, du fait d'une guilde ou ce genre de choses. Également, il y a des lieux de base, et puis on en met un lieu spécial en plus. Voilà, bon, les lieux spéciaux que j'ai vus, ils sont pas passionnants, il n'y a pas vraiment une identité très forte, ça change pas vraiment le sentiment de jeu, idem du côté des guildes. Alors j'imagine que Kingswood, du fait de la simplicité, et que ses enjeux sont vraiment ultra clairs, ça peut constituer une initiation à la mécanique de rondelle. Mais franchement, même à ce niveau, je pense qu'il y a beaucoup mieux à proposer en utilisant cette mécanique. C'est vraiment redondant, il n'y a rien qui m'émoustille. En fait, tout ce qui voudrait apporter de la variété, que ce soit quelques monstres, quelques petites asymétries, ça se révèle assez fade. Et j'en parlais en parlant de Jeanne d'Arc, mais pour le coup, il y a un mode solo qui diffère un peu dans son but, ça c'est pas inintéressant. En fait, on cherche plus à atteindre les 20 points, on n'est plus dans une course, puisqu'on n'a pas de concurrent, mais on est plus dans une idée presque de tower defense ou de jeu de survie, où en fait, faut survivre en allant chercher les ressources pour défaire les monstres avant qu'ils mettent, entre guillemets, la ville en ruine, même si on ressent pas cette thématisation-là en tout cas, mais il y a ce côté-là, et on doit faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à vaincre 3 boss qui sont en gros des monstres qui demandent un peu plus d'éléments, donc un peu plus de préparation. Alors c'est pas un jeu solo incroyable, mais je trouve ça intéressant en tout cas que la dynamique du jeu solo soit pas la même que dans le mode compétitif, et encore une fois, même si je trouve que c'est pas un jeu solo mémorable, je pense que je préfère le sentiment de jeu du mode solo avec une certaine pression entraînée par les mécaniques et la progression du jeu. Ça reste dans l'ensemble Kingswood un jeu, comme la plupart des 25th Century Games, assez oubliable. C'est un jeu très étrange que ce Voyage au Mordor. Alors,
Pas étrange du côté mécanique, hein. Là-dessus vraiment pas. On va se baser sur des lancers de dés successifs avec mise de côté, et puis on va résoudre des effets. Il y a des effets qui vont permettre de progresser vers le Mordor, d'autres qui vont faire avancer les Nazgûl, d'autres qui vont bloquer l'avancée vers l'objectif si on n'a pas les dés pour les contrer, ce genre de trucs. Alors il y a quand même un petit peu d'interaction et de choix par rapport à la couleur des dés, puisqu'on peut faire avancer les Nazgûl des autres joueurs ou joueuses si jamais le symbole Nazgûl est sur le dé de leur couleur, donc ça rajoute un tout petit peu de choix. Par-dessus, vous rajoutez un mode qui est dit avancé avec des spécificités sur certains lieux qui vont un peu modifier quelques trucs de manière par ailleurs assez thématique, hein, le choix des effets est plutôt pas mal, mais on va pas se mentir, dans l'ensemble c'est pas passionnant. Comme dit, je retiens surtout l'utilisation des couleurs pour les dés qui offre une petite once de choix supplémentaire et puis la petite interaction et tout, mais sinon c'est vraiment ultra quelconque, c'est vraiment du truc déjà vu sur un thème qui a été surutilisé. Bon, quelconque, mais il y a aussi un autre truc qui met le jeu, je trouve, complètement à côté de la plaque et qui vise complètement en dehors de la cible, c'est que en fait, Voyage au Mordor c'est un jeu compétitif, hein, je vous ai dit qu'on pouvait un peu pourrir les adversaires, et qui on incarne dans ce jeu compétitif, et ben on va incarner chacune un des 4 hobbits de la trilogie, donc Frodo, Sam, Merry ou Pipin. Donc déjà c'est un peu bizarre que Merry ou Pipin puissent aller balancer l'anneau dans la montagne du destin, soit, mais alors c'est très étrange de faire, enfin il y a plus ce sentiment coopératif en général avec ces personnages. Là on est vraiment à se tirer la bourre, on envoie même les Nazgûl torturer nos petits camarades, ce qui est vraiment complètement à côté de la plaque en termes de thématique. Bref, au-delà d'un jeu assez oubliable d'un point de vue des sensations et des mécaniques, il n'y a même pas en fait eu l'envie d'essayer de proposer une expérience un peu cohérente vis-à-vis des personnages qui sont mis en jeu, c'est un peu dommage. Rome in a Day, c'est un jeu solo qui va tenir en quelques cartes, quelques cubes, et quand même un petit plateau qui représente une carte de l'Europe à l'époque romaine. Bon, la manière la plus simple d'y jouer, en vrai, c'est de récupérer une application gratuite sur le Play Store, une application qui est développée par la même personne qui avait implémenté 5x15 dont je vous parlais le mois dernier de Friedman Friese. Alors c'est pas désagréable, hein, je vous invite à l'essayer, c'est assez rapide, mais je vous avoue que j'en ai assez vite fait le tour. Le concept il est vraiment simple, on essaye de viser le meilleur score, ce qui, vous commencez à le savoir, est pas ce que je préfère dans les jeux solo. En vrai on peut aussi perdre hein, si Rome est prise, mais ça ne m'est jamais arrivé. Et ça me paraît quand même assez improbable parce que c'est assez simple de contrer ça. Et alors donc pour marquer ces fameux points qu'on essaye les plus nombreux possibles, il y a plusieurs axes, ça peut être des points fixes, des choses qui vont varier selon nos actions, selon nos constructions, selon les ressources qui nous restent en fin de partie. Et on a 3 manches, où on va dépiler le deck, et à la fin de chacune de ces manches, il faudra aussi se protéger des attaques barbares, soit à l'aide de ressources qui sont des épées, soit en sacrifiant des conquêtes, c'est la manière dont on peut perdre Rome, sachant qu'il y a quand même un bâtiment, le Colisée si je dis pas de bêtises, qui permet de se prévenir de toutes les attaques de la partie. Je vous avoue que c'est ce que j'ai tendance à faire si je peux dès la première manche, comme ça la menace est éliminée. C'est pas désagréable, mais il n'y a pas vraiment de tension, le système de choix de cartes comprend, soit pour ses ressources, soit pour son action. Pourquoi pas, mais c'est pas non plus très original. Lors des premières parties, on va tenter quelques trucs différents, en se disant, ah bah tiens, pourquoi j'irais pas essayer plutôt cet axe-là, ce bâtiment, mais disons que contrairement à d'autres jeux de ce format, l'envie d'y revenir m'est passée assez vite. Donc voilà, Rome in a Day, c'est pas un jeu inoubliable. Encore une fois, pour le coup, je vous conseille de l'essayer. Ça coûte rien côté argent, c'est sur mobile, c'est rapide, ça coûte que vraiment quelques minutes côté temps. Qui sait, peut-être que vous y trouverez plus votre compte que moi. On finit cette partie avec un jeu que j'ai essayé sur Board Game Arena plusieurs fois et que je pense quand même assez recommandable si vous aimez les jeux qui sont basés sur le Rami ou ici encore plus le sentiment du Rummikub. Il va s'agir en effet de placer des petites tuiles qu'on voit et que nos adversaires ne voient pas sur un plan horizontal mais aussi vertical. Et pourquoi on fait ça? Pour faire des suites de même couleur ou des combinaisons de même nombre de différentes couleurs. Voilà, comme dans le Rami. Et tout ça, c'est pour marquer des points, pour arriver au bout de la piste, plus vite que les autres. Il y a aussi un mode équipe, je vous avoue que j'ai pas essayé, mais ça existe. On est dans une proposition qui fonctionne, je pense, qui joue pas mal quand même sur l'opportunisme. Il y a un rythme assez soutenu, assez rapide et dynamique. Il y a aussi quand même pas mal d'interactions, parce qu'on va évidemment utiliser ce que les autres ont posé sur le plateau. Parfois il va arriver qu'on leur offre des points en utilisant des tuiles de leur zone un peu réservées. Alors j'ai que joué à 2, j'imagine que plus on est, plus c'est difficile de contrôler l'espace et de prévoir son tour suivant. C'est souvent le cas dans les jeux du genre de manière générale. Dans l'absolu, ouais, comme dit, c'est plutôt efficace. Bon équilibre, je trouve, entre opportunisme et calcul. L'opportunisme parce qu'on peut utiliser nos tuiles, mais il y a aussi des tuiles d'une rivière commune pour essayer d'optimiser son placement, et opportunisme aussi parce qu'il va falloir s'adapter à ce qu'on a en main et qui va pas mal tourner, et quand même du calcul, parce que à son tour, on peut vraiment prendre le temps de calculer le meilleur coup, on est vraiment à son tour
quelque chose d'assez abstrait. Ou en tout cas on peut calculer le coup qui nous rapportera le plus de points, même si parfois du fait qu'on connaisse pas le jeu des autres, c'est difficile d'évaluer l'ouverture qu'on va offrir à nos adversaires avec notre coup. Alors je vous avoue que sans être totalement rebuté par cette up, ça me passionne pas trop, mon tour de jeu, je m'y investis assez peu, justement parce que on cherche un peu à faire au mieux, et que c'est un peu dépendant finalement de ce qu'on a devant soi, et sur lequel finalement on a assez peu de contrôle. J'en parlais un peu dans ma déception autour de Tokaido Duo dans le bilan 2022, il y a un peu ce sentiment de pas forcément contrôler sa partie, ni son score, et du coup, si on perd, on n'a pas le sentiment d'avoir raté sa partie et d'avoir une marge de progression, c'est pas frustrant, dans le bon sens du terme, et quand on gagne, en fait, il n'y a pas non plus le sentiment de satisfaction d'avoir bien joué. C'est pas le pire jeu de cette catégorie des jeux pas ouf, moi j'y rejouerai sans doute sur BGA ici et là, de temps en temps, si on me propose une partie, pourquoi pas, mais je vous avoue que c'est pas trop mon genre de jeu, ni le genre de sensation que j'apprécie vraiment. Alors vous le voyez, quelques déceptions, même si, je le répète, il n'y a rien eu d'aussi catastrophique que le mois dernier, que le mois de mars, où vraiment il y avait des grosses bouses. On va maintenant, heureusement, partir vers des expériences ludiques qui ont été plutôt des bons moments, et vous allez voir qu'il y a somme toute pas mal de jeux, même si, pour tout vous avouer, j'ai quand même hésité entre cette catégorie et la précédente pour pas mal de jeux, vous verrez, j'en parle quand je présente les jeux. N'hésitez pas en tout cas à jeter un œil à ces jeux si mon ressenti vous en a donné l'envie. On va commencer ces plutôt bonnes découvertes par un jeu de la gamme que j'aime bien appeler moi les 19XX, des jeux qui sont chez Looping Games à la base et proposés en français par Ori Games. Il y a eu 1923 Cotton Club, il y a eu 1998 ISS, et à chaque fois c'est des jeux qui sont liés à l'histoire avec un grand H, notamment on trouve dans le livret de règles pas mal de précisions thématiques et qui vont par ailleurs expliquer certaines spécificités mécaniques, ce qui est toujours cool. Donc, dans 1987 on est dans du jeu à deux, où la France va affronter le Royaume-Uni, même si il y a un but commun qui est le fameux tunnel sous la Manche, comme le dit le titre. Alors les événements lors de la construction vont entraîner un poil d'asymétrie, rien de bien fondamental, le sentiment de jeu reste le même des deux côtés, mais ça permet quand même une expérience légèrement différente, et puis encore une fois de coller au thème. Sinon on est dans le jeu de choix d'action avec une mécanique de contrainte que j'aime plutôt, à savoir que pour faire une action, il faut mettre dessus plus de jetons que ce qu'elle comporte déjà, que si on choisit les jetons d'une couleur, on doit prendre tous les jetons de cette couleur qu'on possède, on ne peut pas en garder une partie, et par ailleurs on récupère aussi les jetons qui étaient sur l'action en question. Donc, par exemple, il y a 3 noirs, je mets 4 jaunes, je récupère les 3 noirs, donc c'est assez intéressant ça en termes de rythme et de dynamique. Alors en dehors de ça et du thème, qu'on arrive quand même je trouve à ressentir, il n'y a rien de bien foufou, que ce soit du côté des actions ou quoi, ou des manières de marquer des points, mais j'ai quand même fait quelques parties, je l'ai pris aussi, je l'ai acheté, ouais, pas mal de plaisir en termes de rythme, en termes de flux de jeu, aussi par cette mécanique de choix d'action que je trouve plutôt cool. Il y a quand même, heureusement, dans ce jeu à deux, pas mal d'interactions, on va parfois collecter des cartes pour bloquer l'autre, on voit que cette personne commence à s'orienter vers par exemple la collecte de drapeaux, donc on va essayer de pas lui en laisser trop, ou bien on voit que ça va justement plutôt valoriser le fait que la personne ait collecté des drapeaux, donc on va lui prendre ça, même si nous ça nous rapporte pas beaucoup de points. Ça change pas drastiquement l'essence du jeu, il y a aussi quelques pouvoirs, mais ça suffit pour apporter un peu de variété, et du coup à dynamiser la partie qui de toute façon elle dure pas bien longtemps. Dans l'ensemble, ouais, j'avais essayé 1911, Scott versus Admundsen, et je trouve que c'est une gamme qui révolutionne pas grand chose, qui apporte pas grand chose au genre qu'elle aborde, mais pour l'instant je la trouve quand même assez solide, tant dans ce qu'elle propose en termes de contextualisation et d'édition, parce que c'est des petites boîtes aussi, qu'en termes de plaisir ludique. Je parlais de la dame de pique dans les découvertes qui n'étaient pas folichonnes, et on retourne avec celui-ci vers un des classiques du jeu de pli, donc c'est Spades, qui est connu chez nous plutôt comme Atout pique. Je vous avoue que ça m'était beaucoup moins familier que la dame de pique. Alors c'est un jeu qui est plus récent, on n'est plus dans le 19e siècle, c'est un jeu qui date des années 1930, et pour le coup lui c'est un jeu qui se joue en équipe de 2, et qui incorpore aussi la mécanique de pari, où on va viser un certain nombre de plis, sachant que je vais parier, mon partenaire ou ma partenaire va parier, et ça va faire un pari global. Ensuite on est dans du jeu assez classique, où il faut suivre à la couleur menée, le pique c'est l'atout, et comme dans la dame de pique, pour le coup on peut pas jouer le pique jusqu'à ce qu'il ait servi à couper à un moment ou un autre. Alors si on atteint le nombre de plis visés, ça va être 10 points par pli, donc si j'ai parié 6 points, on va gagner 60 points, et on rajoute 1 point par pli qui dépasse, donc si par exemple j'ai fait 8 plis, je vais marquer 62. Si on n'atteint pas le pari, par contre on perd 10 points,
par pli qu'on visait, donc on perd les 60 si j'en ai fait 5, ce qui peut être beaucoup. Et tout ça, on fait ça jusqu'à arriver à un score qui est déterminé en début de partie, en général c'est 500. Alors il y a une dynamique d'équipe et de pari qui change déjà pas mal de choses, comparé à d'autres jeux, moi ça me plaît plutôt, ça donne aussi plus d'enjeux au gain ou à la perte de pli. Et il y a un autre truc qui est vraiment assez cool, c'est qu'on peut, selon certaines règles, moi je l'applique en général, on peut déclarer 0 pli de manière individuelle, et si on y arrive c'est 100 points de plus pour notre équipe, c'est vraiment une chouette dynamique. Si on est partenaire de la personne qui a déclaré faire 0 pli, on va essayer dans une dynamique de protection. Et par contre, si on est dans l'autre équipe et qu'on veut faire tomber la personne qui a déclaré 0 pli, on va passer un peu en mode attaque en essayant pour le coup de piéger la personne parce que ça fera perdre 100 points à son équipe. Mais ce que je préfère, alors je sais pas exactement si c'est une variante ou un truc officiel, en tout cas je l'ai quand même vu souvent utilisé, c'est ce que je vais appeler la mécanique de sac de sable, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'on l'appelle en français, c'est les sandbags en anglais, parce que vous l'avez vu, si on n'atteint pas le pari visé, on est puni. On perd les points. Alors que si on le dépasse, on gagne 1 point de plus par pli qui dépasse le pari. Pour compenser ça, il y a une mécanique donc de sac de sable qui fait qu'en fait on accumule ces plis qui dépassent, et que dès qu'on atteint en tout 10 plis supplémentaires, donc par exemple à un premier tour je fais 3 plis, puis 5, 5 c'est beaucoup, mais 3, puis 2, puis 3, puis 2, j'atteins les 10 plis, en général donc ça va être forcément sur plusieurs manches, et ça fait tout de suite perdre 100 points. C'est une espèce d'épée de Damoclès, et c'est vraiment une règle vraiment super qui va forcer en fait à essayer de coller au plus près à son pari, et qui va justement éviter que le jeu ce soit « oh je m'en fiche, je vise au moins X pli ». C'est vraiment je vise quand même ce nombre précis parce que j'ai pas envie d'être pénalisé par la suite. A l'inverse, on peut aussi essayer de pousser l'adversaire dont on voit qu'il a atteint son pari à vraiment le dépasser pour atteindre le 10e fatidique sac de sable. En tout cas contrairement à la dame de pique, je trouve que celui-ci est toujours super intéressant en 2023, et j'y ai pas mal joué et je trouve que les dynamiques sont vraiment cool. Ça fait partie un peu des classiques que j'aurais pas honte du tout à proposer en soirée, même environ 100 ans après son invention. On reste sur le jeu de pli, mais on revient à plus contemporain avec Boss or Nothing, qui est un jeu de pli avec 3 couleurs dont les cartes vont de 1 à 9, donc assez facile à émuler. Vous avez juste à rajouter quelques cartes passées, à raison d'une de moins que le nombre de joueurs ou de joueuses, et aussi il vous faut 3 éléments de la couleur des cartes utilisées pour symboliser la hiérarchie des couleurs. Pour ma part, j'ai joué sur ce que vous voyez à l'écran là que je vous mets, c'est l'application Trickster Stable, que vous pouvez trouver gratuite sur le Play Store ou sur l'Apple Store, et qui permet de jouer uniquement à 4 contre des IA, chaque partie dure à peu près 5 minutes. Alors Boss or Nothing c'est pas forcément le plus inconnu de ceux dont je parle depuis quelques mois, notamment il y a une couverture par Dice Tower, il y a aussi une vidéo par Jamie Stegmaier qui s'intéresse pas mal aux jeux de pli ces derniers mois. Également les visuels de Boss or Nothing sont assez mis en avant, et je pense qu'aussi c'était un jeu qui était assez facile pour se procurer au moins du côté des États-Unis, donc ce qui explique un peu sa popularité. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour twister un tout petit peu les habitudes qu'on peut avoir dans le jeu de pli. On est dans, comme souvent, du suivi forcé de la couleur demandée, on peut toujours jouer une carte passée par contre, même si on a la couleur demandée, et si on peut pas, on doit jouer une carte d'une autre couleur. Le truc, c'est que c'est pas forcément la couleur demandée qui va gagner, mais la plus haute carte de la couleur qui est en haut de cette fameuse hiérarchie. Donc il y a cette hiérarchie de 3 couleurs, à 3 niveaux, c'est forcément la couleur la plus haute qui va gagner. Mais juste après ce pli-là, la couleur qui avant était dominante, elle va descendre entre guillemets en bas de la pile et devenir la couleur la plus faible. Donc en fait cette hiérarchie elle va changer très souvent dans la partie. L'autre point qui est un peu spécial, même si ça me paraît moins marquant, c'est qu'on va marquer des points que si on fait 0 pli, ce qui va rapporter 2 points, ou en faisant 2 au moins à 4 joueurs, ce qui va rapporter 1 point. Donc je fais 0 pli, j'ai 2 points, je fais 2 plis, j'ai 1 point, mais si je fais un quelconque autre nombre de plis, j'ai 0. Alors comme dit, moi c'est plutôt la hiérarchie mouvante qui m'a plu dans le jeu, même si je suis à peu près sûr que c'est ce scoring qui va lui donner de l'intérêt et apporter un peu de vie aux parties. On finit dès qu'on atteint 5 points et puis c'est tout. Alors faut savoir que l'application que j'utilise, elle a une règle de fin un peu différente de la vraie règle, qui fait qu'en fait si on arrive à 5 points, en même temps qu'une autre personne, ce qui peut arriver assez souvent, en fait la partie elle va continuer jusqu'à ce que quelqu'un ait gagné de manière nette. Vous savez, un peu comme dans certains sports, les 2 points d'écart, sauf que là il suffit d'un point de plus, mais en tout cas on ne peut pas finir la partie sur une égalité. Alors que la vraie règle, en fait, on atteint 5 points, il y a une règle qui brise l'égalité. Je vous avoue que j'ai pas essayé parce que j'ai joué que sur appli, mais je trouve que la règle de Trickster Stable apporte un peu de tension, un peu de suspense, voire même parfois des retournements qui vont permettre à des personnes qui étaient derrière, donc qui n'avaient pas atteint ces 5 points, de remonter et de gagner. C'est les parties que je préfère moi personnellement, celles où il y a cette petite tension vers la fin. Voilà, c'est pas mal, Boss or Nothing, c'est pas ma découverte essentielle dans le genre ces derniers mois.
Mais en tout cas, je pense que c'est une ouverture assez facile vers... t'as plein de sensations que tu connais dans les jeux de pli, on rajoute juste ces 2 petits trucs pour changer un peu, et tu vois que ça change déjà un peu la dynamique. Et encore une fois, bon, pas vraiment d'excuses pour pas essayer, tant il est simple à émuler ou à se procurer gratuitement. Allez, on reste dans le jeu de pli, cette fois avec un jeu exclusivement à 2 qui nous vient d'un auteur japonais et qui a la thématique féline. Alors l'idée c'est absolument charmant, il s'agit main après main, en fait vous essayez d'attirer un chat dans vos bras, voilà. Ou au moins de votre côté, et c'est une espèce de tir à la corde, pour marquer plus de points que l'adversaire. S'il vient dans vos bras, vous marquez 3 points, s'il est de votre côté, vous en marquez 2. Et la première personne qui arrive à 7 a gagné, et on va jouer au maximum 7 tours, parce que de manière assez élégante, de toute façon, on va marquer au minimum 1 point par main. On est dans un jeu où on doit suivre à la couleur demandée. Le twist principal, c'est le fait que si 2 cartes impaires sont jouées, par exemple un 3 et 1 ou un 3 et un 5, qui sont pas forcément de même couleur, peu importe, on va retourner la carte du petit chat, le fameux petit chat qui se balade entre les 2 joueurs ou joueuses, et en fait selon la face affichée du chat, il va se déplacer vers la personne qui a gagné le pli ou vers la personne qui l'a perdu. Et c'est cette personne-là qui va par ailleurs mener le pli suivant. À ça vous rajoutez 2 cartes inconnues, qui sont les bienvenues, hein, on n'est pas dans un jeu à information totale, et on a un jeu super efficace, qui est pas le meilleur jeu de pli à 2 qui soit, hein, voilà, il y a mieux, hein, que ce soit, je préfère le Renard des Bois, je préfère Jekyll vs Hyde, je préfère Claim, mais il est quand même assez chouette, il y a cette mécanique de tir à la corde qui est plutôt cool, on en comprend assez vite le twist, c'est assez accessible, j'aime bien moi le fait qu'il n'y ait que 16 cartes, parce que en plus des 5 cartes de chaque couleur, il y a une carte sans couleur, qui sert un peu de joker, du coup en fait on est dans de la déduction, dans du jeu de pli où la déduction est assez simple et où la mémorisation est assez aisée. Il y a quand même un gros bémol, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'ouverture et de stratégies qui vont se répéter, et qu'on fait, je pense, assez vite le tour de la proposition. Du coup je vous recommande quand même de le découvrir, hein, c'est assez facile à émuler là encore, mais le jeu va sans doute pas offrir une profondeur comme peuvent le faire d'autres jeux du genre et à ce nombre de joueurs ou joueuses. Alors son thème, encore une fois, il est très très mignon, hein, et voilà, mais c'est pas facile de le trouver, mais comme dit, vous suffit d'un jeu de cartes vraiment de base, et d'un truc pour représenter les 2 couleurs du chat. Moi j'utilise un cube bleu et un cube rouge, et c'est tout bon, surtout que c'est des parties d'à peu près 15 minutes, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas essayer Catchy. Allez, une petite pause avec les jeux de cartes et on va partir vers un autre genre que j'affectionne, à savoir le stop ou encore. Ici on va chacun contrôler 3 pingouins, et on va plonger pour essayer de récupérer coquillages et crustacés de différentes couleurs, de différentes valeurs pour faire des collections, si possible complètes, parce que les collections complètes rapportent plus de points. Évidemment, plus on va profond, plus la récompense est juteuse, mais évidemment, plus on va profond et plus il y a de risque de se faire attraper par un prédateur et donc de perdre du temps. Les autres personnes autour de la table vont bien sûr en profiter qu'on perde un tour. Rien de follement original dans le jeu, que ce soit dans les sensations, dans la manière de marquer des points, ce petit système de collection. J'avoue que Deep Dive, je peine un peu à le voir trouver une place dans un monde où il y a déjà tellement de stop ou encore, notamment un Deep Sea Adventure auquel il risque souvent d'être comparé, notamment d'un point de vue de la thématique, et puis aussi le dos des tuiles avec ces petits points qui indiquent la profondeur. Il y a beaucoup moins d'interactions, hein, que dans Deep Sea, notamment l'interaction méchante. Moi j'adore dans Deep Sea où, vous savez, on peut se charger en sachant qu'on va pas monter, mais juste pour vider l'oxygène plus vite et entraîner les autres avec nous. Là il y a pas vraiment ça, on est vraiment juste dans de la comparaison de score, ou presque. Ça va sans doute expliquer que le mode solo qui existe soit à peu près aussi intéressant qu'à plusieurs, et que ça change pas fondamentalement le sentiment de jeu. Je râle un peu, je pense un peu que c'est un jeu inutile, hein, il aurait pas existé, il manquerait à personne, mais j'y ai joué plusieurs fois et en fait j'ai eu du plaisir à le faire découvrir, et je refuserai sans doute jamais une partie. C'est un peu pour ça qu'il se retrouve dans cette section, quand bien même j'aurais pu le mettre dans la précédente, parce qu'il apporte vraiment rien de nouveau selon moi, mais le stop ou encore, je l'ai dit, c'est des sentiments de jeu auxquels moi je suis assez sensible, et qui font que je passe toujours un bon moment à prendre des risques idiots, et à me faire attraper mon dernier pingouin par un prédateur. Alors en vrai, je pourrais bien sûr ressentir à peu près la même chose avec un jeu vieux de 30 ans, mais finalement, bon, je m'y amuse quand même, donc peut-être que vous allez y trouver vous aussi votre compte, sachant qu'il est disponible sur Tabletopia, parce que c'était un Kickstarter de Flatout Games, combiné à un autre jeu, dont je parlerai un peu plus tard, et je sais pas si celui-là arrivera dans nos contrées Deep Dive, donc essayez-le sur Tabletopia. On part vers les truck and write avec un thème bien cool dans Draft and Write Records, parce que l'idée c'est de monter un peu son groupe et puis l'équipe qui va avec, donc les membres du groupe, les musiciens mais pas que, hein, il y a aussi des ingé sons, etc. On va essayer de booker notre agenda, on va enregistrer des singles, des albums, on va aussi essayer d'avoir des personnes dans notre équipe qui vont avoir des atomes crochus. Dans les faits, vous allez surtout cocher des cases, déclencher des bonus en cascade dans plein de tableaux différents pour essayer de marquer plein de points de manière différente aussi. Il y a des objectifs personnels, il y a des objectifs communs, qui vont être sous forme de course,
il y a des colonnes, il y a des lignes que vous allez remplir, il y a un parcours sur lequel vous allez petit à petit progresser. Il n'y a rien de bien original là aussi dans Draft and Write Records au niveau du scoring, tout est plutôt cool, quoi que vous fassiez, il y aura quelque chose de bien à faire. Et le sentiment de jeu, comme dans Deep Dive il y a un instant, ça apporte pas grand chose de nouveau à ce que je connais, mais la nouveauté, ce qui pourrait un peu apporter un peu d'interaction en dehors de la course sur les objectifs, c'est justement ce qu'on trouve dans le titre qui est Draft, le Draft and Write, et c'est vraiment du draft où on a des cartes, on va en choisir une, on va passer les autres à nos adversaires, parce que les endroits qu'on va cocher en fait, donc on choisit une carte dans sa main et puis voilà, on passe le reste et etc. Au fil des manches. Alors dans les faits, il y a bien quelques tours où on essaye de bloquer les personnes qui suivent, mais bon, comme souvent dans ce genre de jeu, on va d'abord essayer de faire ce qui est bien pour soi avant de faire ce qui emmerde l'autre. Il y a un mode solo qui ici est un peu différent, qui est pas inintéressant en termes de tempo, qui force à revoir un peu ses habitudes, puisqu'il n'y a plus en fait de draft, mais qu'il y a des nouvelles contraintes qui apparaissent, sans rentrer dans les détails. Alors comme pour Deep Dive, Draft and Write c'est très convenu, mais c'est très bien fait. Je trouve très satisfaisant le sentiment de cascade qu'il propose, auquel je suis aussi assez sensible dans ce type de jeu. Mais alors là où il va se démarquer, c'est la mécanique d'harmonie, celle qu'on essaye un peu de créer entre les membres de notre équipe, qui est assez thématique aussi, selon des préférences en termes de tempo, de pitch, etc., où il y a des petits crayons de couleur, bref, pour indiquer ça, et on essaye de faire en sorte que tout ça soit cohérent et que les gens s'entendent, et c'est assez cool thématiquement. Et on va essayer, de manière adjacente en fait, de mettre deux personnes qui vont partager ces couleurs-là. Concrètement, le résultat de ça, c'est juste qu'on va encore cocher des cases de la couleur indiquée, mais thématiquement, je trouve ça vraiment chouette, et ça donne vraiment un sentiment d'essayer de créer un esprit de groupe. Et l'autre point fort du jeu, mais ça va avec, c'est vraiment le thème, auquel moi je trouve vraiment solide. Et là encore, même si on fait que cocher des endroits différents de notre feuille, moi j'arrive à y croire. Mes actions, je vais les nommer de manière thématique, j'arrive à peu près à visualiser une carrière de rockstar avec une progression. Il y a le look final du groupe qui est cool, avec des recrutements successifs, il y a un côté aussi assez chouette en fin de partie de regarder un peu qui on a recruté. Ah mais moi j'ai un groupe à 2 batteurs, ou avec des jumeaux, j'y reviendrai, parce qu'il y a quand même 2 regrets, en dehors évidemment de l'aspect assez classique du game design dont j'ai parlé. D'abord il y a les visuels, je trouve que certains sont cool et d'autres moins, mais surtout comme dit, je disais les jumeaux ou les jumelles, parce qu'il y a plusieurs cartes de personnages qui ont la même illustration, et ça pour le coup c'est vraiment à chaque fois quelque chose qui me sort du thème, au-delà que ce soit rigolo, parce que on a la même personne 2 fois dans son groupe, ou bien elle peut être dans 2 groupes différents, et c'est assez bizarre. Alors c'était un KS, donc peut-être que c'est des placeholders, que petit à petit il y aura des illustrations uniques pour chacune des cartes, je sais pas, à voir. L'autre regret, ça va être l'édition du jeu, plutôt du côté de l'édition. C'est un jeu assez cher pour ce genre de jeu et de sensations, ça se justifie, ça essaye de se justifier par son matériel, justement je parlais de crayons de couleur, ça semble un peu avec Next Station London être un peu la mode actuelle du truck and write. Personnellement j'ai des crayons de couleur chez moi, donc voilà, j'ai pas besoin de les acheter dans votre boîte de jeu. Le jeu de base restait je crois à un prix à peu près abordable, mais quand je parle d'édition, je parle surtout de l'offre Kickstarter, vous savez, c'est exactement ce que j'aime pas moi dans les financements participatifs. Il y a plein de bonus qui sont complètement cons, complètement facultatifs, complètement superficiels, qui sont là juste pour te pousser à l'achat avec des mécaniques psychologiques un peu dégueu. La version de luxe elle est à 75 balles, avec des playmats qui servent à rien, mais qui sont là juste pour le côté luxueux et pour pousser à la dépense, avec vous savez plein de petits trucs machin exclusifs bidule pour Kickstarter. Alors je sais bien, libre à chacun ou chacune de dépenser ce qu'on veut, je suis aussi pas du genre forcément en plus à juger un jeu et surtout son prix sur son contenu, voilà, mais en fait là c'est plutôt le genre de pratique de crowdfunding un peu bling bling que j'aime pas du tout, au-delà du prix du jeu. Mais en tout cas voilà, si vous êtes fan de ce genre de sensation, jetez un œil dessus, il y a un mode officiel, que ce soit sur Tabletop Simulator ou sur Tabletopia. Allez, il aura pas fallu longtemps pour que je revienne au jeu de pli, et cette fois il s'agit d'un jeu solo. Et oui, un jeu de pli solo, et non, c'est pas le seul. J'avais essayé il y a quelques mois le très réussi For Northwood, et ben Eck le précède en fait en termes de création, puisqu'il date de 2020, et lui aussi je le trouve vraiment réussi. Il s'agit d'affronter un adversaire qui va être automatisé, on va essayer de prendre un nombre précis de plis, ça va permettre, ce nombre précis, de récupérer des cartes objectifs, et si on arrive à remporter 4 cartes objectifs, c'est gagné, donc on va essayer d'en remporter 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou 10, ou 12, ou 0, ou 13. Évidemment, on peut adapter la difficulté en modifiant le nombre d'objectifs qu'on doit gagner, et on peut gagner, mais si on passe 3 tours sans récupérer un nouvel objectif, et ben on perd, et si Eck, notre adversaire fictif automatisé, va remporter 2 fois une carte qu'on n'avait pas gagnée, c'est perdu. Admettons que Eck fasse 2 fois
8 plis, bah on a perdu. Pour ça, il y a un système qui est plutôt malin où en fait, si Ek mène, ce qu'il va faire au début de chaque manche, et ben on doit suivre à la couleur si possible, sinon on peut jouer ce qu'on veut, mais si nous on mène, on va tirer les cartes d'Ek, Ek c'est donc cet adversaire, jusqu'à ce qu'ils suivent, donc qu'ils mettent la même couleur, ou qu'ils tirent une carte de la même valeur que nous, alors c'est par des symboles géométriques et tout, mais voilà, si on pose un 6 rouge, on tire jusqu'à ce qu'il tire aussi un rouge, ou jusqu'à ce qu'il tire un 6. Quand il y a justement 2 fois le même symbole, la même valeur, ça va créer ce qu'on appelle une égalité, le pli va être mis de côté, jusqu'à ce que quelqu'un gagne un pli. On peut mettre comme ça plusieurs plis de côté, et en fait la première personne, donc nous ou l'adversaire qui va gagner un pli, va remporter à la fois le pli gagné, mais aussi tous ceux qui étaient mis de côté. C'est un système assez simple, vous allez rajouter à ça quelques cartes spéciales qui vont toujours gagner, toujours perdre, ce genre de trucs. Et c'est un jeu plein de petits choix, de petits paris, de petites prises de risques, parfois de désillusions ou de bonnes surprises. Il y a aussi une forme de tension quand on commence à accumuler les échecs. Il y a des moments où on va essayer de jouer, de prendre la main ou de la laisser, il y a vraiment une question de rythme à prendre. C'est super agréable à dérouler. Et il y a aussi une progression assez intéressante, je trouve, au cours de la partie, ce qui fait que même en fait si on commence vraiment sur les chapeaux de roue en gagnant tout de suite 3 objectifs, il n'y a rien qui est gagné, on peut perdre même si on a gagné rapidement 3 objectifs, parce qu'on a tendance à d'abord réussir des objectifs plus centraux, genre 4 plis, 6 plis, 8 plis, et petit à petit en fait on va réduire nos possibilités d'objectifs, et on va devoir gagner des objectifs un peu plus extrêmes qui sont forcément un peu plus compliqués à gagner, et par ailleurs on augmente d'autant du coup la possibilité d'Ek de gagner la manche. Là aussi d'ailleurs l'ajustement de la difficulté ça peut passer par là, avec si on veut on peut retirer ces objectifs centraux entre guillemets pour n'avoir plus que les plus extrêmes qui sont un peu plus compliqués. Je trouve qu'il y a vraiment juste ce qu'il faut d'inconnu, il y a juste ce qu'il faut de hasard, mais aussi de contrôle pour avoir le sentiment que parfois on peut perdre sur un coup du destin, mais en vrai souvent c'est qu'on a fait un choix qui s'est révélé soit trop ambitieux, qu'on l'a pris au mauvais moment, qu'on a mal su gérer le rythme. Et la partie est assez courte, le système il est quand même assez vite assimilé. Tout ça c'est jouable sur ce que vous voyez à l'écran sur PCIO, ou bien vous pouvez aussi imprimer le print and play, ou bien juste trouver de quoi créer le deck et les cartes objectifs. Franchement c'est super cool dans ces jeux solo de ressentir vraiment le sentiment d'un jeu de pli où on va aussi compter un peu ce qui est tombé et tout, sans qu'il y ait en fait quelqu'un d'autre qui prenne le choix. Je trouve ça vraiment super intéressant de voir les systèmes qui sont mis en place par les auteurs, par les autrices, pour arriver à recréer ces sensations. Si jamais vous avez des recommandations du genre dans le jeu de pli solo, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, parce que Ek, c'est un des jeux que j'ai préféré largement au mois d'avril. En voilà un autre qui a un peu vogué selon les moments entre cette partie et la partie c'est pas ouf pendant la préparation de la vidéo. Parce que, soyons clairs, Let's Go to Japan, lui aussi, il propose pas grand chose de neuf en termes de sensations ludiques, j'ai déjà parlé de Deep Dive ou de Draft and Write, là aussi on a du draft, un petit peu de draft, un petit peu d'optimisation du placement des cartes pour gagner plus de points lorsqu'on va faire le décompte final, il y a quelques petites contraintes dont il va falloir faire attention, pour éviter de perdre des points à la fin de la partie parce qu'on n'a pas réussi à avoir le bon nombre de trains entre Tokyo et Kyoto, et pourtant, j'ai fait plusieurs parties, en fait comme Trekking Through History il y a quelques mois, il a réussi à me donner l'envie d'y revenir par son rythme et vraiment le côté très calibré du jeu. Déjà j'aime bien les mécaniques qu'il utilise, qui sont pas nouvelles mais qui sont des trucs que j'aime bien en termes de choix, j'aime bien les petits placements pour essayer de faire au mieux, alors qu'on n'a pas tout de suite les informations, c'est vraiment, il faut s'adapter selon ce qui nous vient en main au fur et à mesure. Le draft ça apporte aussi un peu d'interaction, même si comme tout à l'heure dans Draft and Write on s'occupe surtout de chez nous, et pour le coup le mode solo, contrairement à Draft and Write Records, on ressent exactement la même chose que quand on joue à plusieurs, mais ce qui va différencier Let's Go to Japan, au-delà de l'aspect dynamique qui est vraiment très très raffiné, c'est vraiment son thème. Alors il y a toute une petite histoire autour de sa création qui est assez charmante, même si je sais pas à quel point tout est vrai et qu'il y a sans doute un peu du marketing un peu romanesque autour de tout ça, mais bon, soit l'idée c'est que Josh Wood, l'auteur, il devait aller au Japon, mais voilà, il y a eu le Covid, alors il a pas pu, et pour compenser, il a créé ce jeu. Voilà la petite histoire, je sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas l'idée est mignonne, disons-le, et je trouve que, en tout cas, le jeu Let's Go to Japan retranscrit bien l'idée de préparer un planning, et je trouve notamment qu'en fait, pendant la partie, on va vraiment poser des cartes pour préparer son planning, mais on va le résoudre, et on va se promener vraiment à la toute fin de partie. Et il y a cette espèce d'aboutissement, comme si enfin, à la fin de la partie, on se rendait au Japon, à Tokyo et à Kyoto, et qu'on réalisait ce qu'on a prévu, et je trouve que ça rentre. Alors encore une fois, je sais pas à quel point c'est un peu inventé, etc., le côté narratif autour de la création, mais à ce côté où, pendant des mois, il a voulu aller au Japon, il a créé son jeu, etc., voir ce qu'il pouvait faire, et enfin il y va en 2022, 2023, 2024 pour les backers, parce que c'était là aussi un crowdfunding. Je trouve qu'il
il y a quelque chose d'assez réussi là-dedans, en termes de narration en fait. Et puis la patte visuelle, c'est superbe, je trouve ça magnifique, ce qui va aider évidemment à l'immersion, à la thématisation, et vraiment sur chacune des cartes on va s'attarder sur les visuels, on va les regarder en main pour leurs illustrations, avant de s'intéresser à ce qu'elles représentent et en termes de mécanique. Et alors, petite anecdote, mais pour qui aime un peu la représentation de la nourriture dans les œuvres japonaises, vous savez, c'est que ce soit dans les animés ou quoi, c'est très très détaillé, et ça donne tout de suite faim dès qu'on les voit, là aussi il y a de quoi saliver. Donc Let's Go to Japan, un jeu que moi je pense que je n'acquerrai sans doute pas, qui me laissera pas de souvenirs incroyables à la fin de l'année, mais franchement c'est un jeu que j'aurais plaisir à conseiller pour les personnes qui apprécient ce format de jeu, qui aussi aiment ce thème, qui encore une fois la thématique je la trouve vraiment assez bien retranscrite. Un deuxième jeu à cocher dans cette liste de jeux qui sont pas mal, et ici on est face à l'adaptation des Cités Perdues. Alors les adaptations de jeux en trucs qui fonctionnent, c'est pas toujours ça, j'ai parlé d'Orléans plus tôt, et le mois dernier je parlais de King Domino Duel qui m'avait pas convaincu non plus, on peut aussi citer Corinthe qui est très inférieur à Isparan, bref j'en passe, il y a ce côté licence, mais cela dit, au-delà même de la qualité du résultat final, dont on peut se foutre un petit peu, je trouve ça toujours intéressant moi de voir comment il y a eu cette adaptation, ce que le jeu va prendre à son aîné, si finalement c'est un truc qui va garder que le nom, ou quelle sensation il va tenter de garder, quelle essence du jeu de base il va tenter de garder et de retranscrire à travers d'autres mécaniques, alors qu'on soit clair, le Roll and Ride de Lost Cities, c'est très 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 inférieur au jeu de cartes à 2, qui pour moi c'est vraiment une référence à peu près 25 ans après la sortie initiale, je crois qu'il est de 99 et c'est toujours dans mon top du jeu à 2. Allez écouter, il y a Proxy Jeux qui a fait un épisode de sortant de grand jeu dessus, très très chouette. En termes d'interaction, on est dans du choix de dés, ce qui va laisser les autres aux adversaires, donc rien de bien nouveau, mais disons que ça suffit, comme pour Jeanne d'Arc ou quoi, pour faire des choix qui peuvent parfois être dans le but de bloquer les autres, mais je trouve que ça arrive plus fréquemment dans celui-là par exemple que dans le Orléans. C'est fréquent qu'on prenne un dé vraiment en se disant ah ben celui-là il va être pourri pour lui donc je vais vraiment le prendre, je vais vraiment lui laisser, il va vraiment avancer sur la piste des refus de dés. Il y a ça, il y a aussi, et ça va changer un peu du jeu original, un côté course, pour gagner 20 points bonus quand on va dépasser certaines étapes sur chacune des pistes, et qui va parfois orienter du coup nos choix, parfois c'est plus intéressant de monter sur cette piste juste parce qu'on a envie d'aller gratter les 20 points avant les autres, sur ce qui est, je crois c'est nommé les ponts, bon vous oubliez la thématique, mais bon, puisque ces 20 points ils sont réservés qu'à la première personne qui va passer ce pont, et puis en plus ça va servir de compte à rebours pour la fin de partie. Alors ce qui reste en termes de sensations, c'est vraiment cette mécanique qui va forcer à prolonger une expédition avec des nombres supérieurs ou égaux, parfois il va falloir sauter plusieurs numéros en comptant sur des lancers ultérieurs parce que un moment il faut bien avancer. Il y a aussi, comme dans les Cités Perdues, on peut doubler les points qu'on va marquer, qu'ils soient positifs comme négatifs, donc c'est une petite prise de risque. Mais alors il n'y a pas du tout, comme dans Lost Cities, la tension lorsqu'on commence une expédition, parce que contrairement au jeu d'origine, c'est vraiment facile de passer dans le positif, là où c'était assez fréquent dans Lost Cities de prendre un peu des claques, et c'était bien pour... l'adversaire pouvait vraiment y contribuer, ce qui offrait vraiment beaucoup plus de tension dans la partie. Pareil, les dés, le côté un peu non unique des nombres, ça enlève ce côté-là où vraiment on va priver l'adversaire d'un nombre si on l'utilise, puisque c'est un lancer de dés. Et effectivement, si on va laisser des dés aux autres, il y a quand même un sentiment beaucoup moins fort que, vous savez, il y a cette rivière centrale où on pose des cartes qu'on rend disponibles, et on sait que l'autre va pouvoir la récupérer, et ouais, ce sentiment de laisser des ouvertures à l'autre est beaucoup moins présent. Donc bon, vous l'avez compris, on perd quand même pas mal par rapport au jeu de base. On est dans une proposition beaucoup moins méchante, qui arrive quand même à garder certains éléments des Cités Perdues de base, sans garder vraiment pour moi ce qui fait le sel principal du jeu. Donc voilà, pas un grand jeu. Du côté des Roll and Ride, c'est pas non plus inoubliable. Je parlais du thème pour Draft and Ride, là on est très très loin. Mais en fait, vu la qualité des Cités Perdues à la base, même si celui-là est infiniment inférieur, ça reste un bon moment, un Roll and Ride pas mal interactif, où j'ai vraiment pas l'impression de jouer à plusieurs à un jeu solo, et j'ai pas l'impression non plus que de choisir de manière automatique à chaque tour. Donc voilà, pas inoubliable, c'est clairement pas un jeu que je vais ajouter à ma ludothèque, mais je refuserai pas une partie de temps à autre, où j'aurais plaisir à le faire découvrir, ne serait-ce que pour favoriser la comparaison au jeu d'origine. Quelques minutes sont passées, et ça rate pas, nous revoilà dans les jeux de pli. Alors celui-là aussi, ça fait partie des jeux où j'ai pas mal hésité entre le c'est pas mal et le c'est pas ouf. Il mélange le pli avec suivi forcé, donc on doit suivre à la couleur, si on peut, et ça se mélange tout ça là où elle est, ou au Mancala, selon comment vous l'appelez. Alors pour faciliter les choses, notamment la mécanique d'Awale, en fait les cartes sont remplacées par des petits meeples d'animaux, vous savez, les animeeples, sachant que donc chaque animal représente une couleur, donc vous avez des vaches, des moutons, des cochons et des loups, je crois, et en gros si on gagne le pli,
dont la victoire va d'ailleurs dépendre juste du nombre et pas de la couleur. Donc si on gagne ce pli, on va placer les animaux dans nos champs, on a 2 champs, on va les placer un peu comme on veut, les répartir ou les mettre chacun les 2 dans le même, tandis que si on perd le pli, on va faire de l'awalé justement avec les animaux qui sont dans nos champs. Parfois, si on arrive à optimiser ce truc, on peut même enchaîner plusieurs coups d'awalé, et tout ça c'est pour marquer des points en ayant des animaux à la fois dans nos clôtures, dans nos champs ou dans notre grange, et en évitant d'avoir les loups qui eux font perdre des points ou qui peuvent manger les bestioles s'ils se retrouvent dans une clôture avec des animaux. Je vous passe un peu les détails, hein. Mais en gros, si ça a failli bien aller dans les... C'est pas ouf, c'est parce que je trouve que le jeu est pas follement dynamique. En fait, je trouve que c'est un jeu qui est surtout centré sur la mécanique d'awalé et comment faire le bon coup d'awalé au bon moment, et que l'aspect pli, il existe, mais il est plutôt anecdotique, je trouve. Y a pas trop la sensation de chercher la coupe ou des trucs comme ça. Y a plus, ouais, chercher à perdre au bon moment ou à gagner au bon moment, et je vous avoue que je suis pas forcément un grand fan à la base de la mécanique d'awalé. Je trouve ça assez vite, assez calculatoire malheureusement, alors que j'adore les jeux de pli. Du coup ça explique sans doute que Peter's Two Sheepdogs ne m'excite pas outre mesure, même si j'en ai fait plusieurs parties et j'ai grand plaisir à le faire découvrir pour ses curiosités. Mais si vous vous rappelez, dans les découvertes de mars, je vous avais parlé de Schadenfreude, un autre jeu de pli, et il y avait un élément précis, une sensation de jeu qui suffisait à le mettre carrément lui dans les tops. Ben là aussi, c'est la façon de marquer des points qui l'éloigne un peu des trucs à éviter et qui suffit à le rendre intéressant et qui moi me fait ma petite étincelle. En fait l'idée c'est qu'il y a 2 manches dans la partie, il y a le printemps et l'été, on fait 5 plis au printemps et 6 plis à l'été, m'expliquez pas pourquoi c'est plus long à l'été, si les journées sont plus longues, sûrement. On va faire un premier scoring à la fin du printemps, puis un scoring à l'été. Et le petit twist, qui est vraiment super et que je veux voir ailleurs, c'est que si on a fait plus au printemps qu'à l'été, notre score de l'été c'est 0. Admettons j'ai fait 30 au printemps et 28 à l'été, et ben en fait j'ai marqué que 30, mais mon score de l'été ne va rien rapporter. A l'inverse, si on a fait plus à l'été, on additionne les deux, si j'ai fait 18 au printemps et 30 à l'été, ça va me faire 48. Mais, surtout, si on a fait le double ou plus à l'été par rapport au printemps, et ben on double notre score du printemps. Donc si j'ai fait 14 au printemps et 30 à l'été, je vais gagner 30 pour l'été plus 28 pour le printemps, donc 58, donc c'est beaucoup mieux. Et c'est trop cool ça force en fait une dynamique un peu particulière où ben on va essayer de marquer des points, mais on va quand même essayer de marquer pas trop parce qu'on sait qu'à l'été on va devoir en marquer plus, alors certes il y aura un play de plus, mais si on arrivait à doubler ce serait vraiment top. Inversement on peut essayer de faire en sorte que notre adversaire ben il score énormément au printemps en se disant ok à l'été on va essayer de le faire scorer moins pour qu'il marque pas du tout les points de l'été, et c'est vraiment ça qui va donner toute sa saveur et toute sa spécificité au jeu, bien plus à mon sens que le mélange entre awalé et jeu de pli qui est plus anecdotique finalement, mais en tout cas ouais, ce système là c'est trop cool, ça donne vraiment envie de voir ça ailleurs, même si bah, ça a pas suffi à rendre Peter's Two Sheepdogs aussi bon que ce que j'aurais aimé, ni exceptionnel du côté du plaisir de jeu. Alors Point City, c'est le 2e jeu du Kickstarter dont je parlais un peu plus tôt pour Deep Dive. Alors le nom l'indique, c'est aussi une sorte de suite spirituelle de Point Salad, salade de points, sous nos contrées françaises. Alors la comparaison, elle va se limiter surtout au titre et à l'équipe qui est derrière le jeu, et aussi quand même à la manière dont les cartes sont utilisées au recto comme au verso. Parce que dans les deux cas, on est dans une espèce de tableau building, mais Point City, on va vraiment pouvoir nous rapprocher d'un Splendor-like, où petit à petit, on va construire des bâtiments qui eux-mêmes vont être des ressources permanentes pour en construire d'autres bâtiments, etc. Et ces bâtiments, ils vont nous permettre de gagner des points. Il y a 3 entre guillemets tiers du jeu où les bâtiments vont coûter de plus en plus cher mais rapporter de plus en plus. Il y a vraiment cette espèce de progression crescendo qu'on connaît assez bien dans ce genre de jeu. Vous rajoutez à ça quelques jetons, les bâtiments civiques qui permettent de marquer des points selon certains critères. Je sais pas, tous les 2 trucs économie, on va marquer 1 point, de ce genre de choses. Et du coup vous avez un jeu qui est quand même un peu plus complexe que Salade de points, mais qui je pense reste très très bien pour découvrir ce genre-là de tableau building et de construction de moteur, et puis cette dynamique de crescendo et de montée en puissance. Moi j'aime bien aussi la contrainte, qui est assez artificielle, hein, et on se l'explique pas vraiment, mais il y a une contrainte dans la prise des cartes, où il faut qu'on prenne forcément 2 cartes adjacentes, tout comme, ça comme dans Salade de points, le fait que ça implique les cartes qui vont les remplacer, puisque si on prend une ressource, elle va être remplacée par un bâtiment, et vice versa. Alors j'y ai joué qu'en numérique, parce que c'est comme Deep Dive disponible sur Tabletopia, il y a aussi un mode solo à difficulté adaptative, mais je trouve que d'un point de vue de l'édition, je trouve assez bien vu il y a des petits jetons qui vont en fait rappeler par quoi il faut remplacer les cartes prises. Et mine de rien, c'est très malin, et je pense que ça c'est du playtest, parce que même si c'est super fluide, dans le feu de l'action, on peut oublier, ah cette carte c'était quoi, qui était une ressource ou un bâtiment, on se rappelle plus. Donc c'est un petit point d'édition qui est quand même bien pensé. Et alors un peu comme pour Let's Go to Japan, avec évidemment un thème beaucoup moins charmant et qu'on ressent beaucoup moins, Point City va surtout briller par son rythme et le fait que ce soit un jeu très très bien calibré pour ce qu'il propose. C'est pas original, ça procure rien de nouveau, mais
étonnamment, alors je sais pas exactement à quoi c'est dû, parce que en plus pour le coup Splendor est précédent, donc il fait que surfer sur cette vague, mais moi j'y prends beaucoup plus de plaisir qu'à un Splendor. Et alors comme Deep Dive, aucune idée s'il arrivera en France comme l'a fait Salade de Points, mais en tout cas je lui vois plus de place que pour Deep Dive sur le marché français, voire même sur ma table, parce que je le vois bien en fait remplacer ou moderniser certains jeux du genre. Je vous ai parlé le mois dernier de Bubbly et de Kariba, et ben je continue un peu la découverte des petites boîtes de chez Helvétique avec Tucano, qui a été créé par Théo Rivière. Alors le mois dernier je râlais un petit peu contre Triqueta et je continue de le faire, qui repompe Coloretto et qui lui apporte à peu près rien en termes de sensations. Et à première vue je vous avoue qu'on pourrait mettre un peu Tucano dans le même sac. Il y a ce côté de l'eau indivisible d'éléments, même s'il n'y a pas la limite de cartes comme dans Coloretto. Et c'est accompagné, alors comme peut-être un peu trop souvent chez Théo, c'est accompagné d'une manière de marquer des points qui est assez classique, à base de différents types de collections. Par exemple, on a pu retrouver ça aussi dans Cubosaurs plus récemment. Mais voilà, alors en reprenant ce système de prise, Tucano en fait montre surtout qu'il est possible, avec une base similaire, de proposer des sensations différentes, ce que ne faisait pas Triqueta. Certes, il y a de la collection, mais c'est pas ce que je préfère en fait dans Tucano, parce que de ce côté, je trouve qu'on tourne un peu en rond, même si évidemment ça change déjà un peu la dynamique et les enjeux de la prise comparé à Coloretto. Non mais vraiment, ce qui pour moi va donner un peu sa saveur à Tucano, c'est bien le fait que le jeu soit séparé en deux moitiés, et l'intervention dans la deuxième moitié des Toucans, parce qu'ils ont des petits pouvoirs qui sont pas forcément originaux, mais qui permettent de rebattre les cartes, d'apporter un peu d'interaction, de pas figer les collections. Ça permet vraiment de dynamiser le jeu et de donner un sentiment, comme s'il y avait deux jeux en un, et je trouve ça vraiment cool. Par exemple, il y a le pouvoir qui permet de sécuriser ses cartes, donc on peut plus nous les voler, mais ça introduit aussi ce petit truc de mémoire qui est pas bloquant, mais qui peut faire peur quand même. On se dit, non, j'ai pas envie de les retourner parce que moi j'ai aucune mémoire, mais ça donne ce confort de plus faire voler ses cartes. C'est toujours ce petit truc là, c'est des pouvoirs pas originaux mais qui fonctionnent bien avec le jeu, et alors comme souvent, pour le coup avec les jeux de Théo, je chouinais un peu sur le fait que ça manque parfois un peu d'originalité en termes de sensations, mais par contre en termes de rythme c'est tout à fait adapté à l'expérience de jeu, c'est assez dynamique. Donc voilà, Stéphane Dora, rajoute sur ligne 2, auteur de Triqueta, vous voyez, on peut tout à fait s'inspirer de trucs existants, tout en apportant un peu autre chose. Et Tucano c'en est la preuve, et ça vient justement en parfait contre-exemple de ce Triqueta contre lequel j'avais râlé le mois dernier. Alors je vous cache pas que jusqu'à quelques jours avant l'écriture de cette vidéo, on en était là, c'était fini, avec des belles découvertes, des trucs parfois curieux, des trucs intéressants, des trucs bien fichus, des trucs un peu bancal, mais rien qui vraiment soit à proprement parler un vrai gros coup de cœur qui méritait d'être placé dans les tops. Alors moi j'avais déjà tout écrit, les intros, les conclusions, un peu dans ce sens-là, jusqu'à un lundi où j'ai joué au jeu dont je vais vous parler maintenant. Qu'est-ce que j'aime, moi, les bonnes surprises. J'adore quand je vais vers un jeu qui, à première vue, il a tout pour me laisser de côté, et finalement il s'avère un super bon moment, en super bonne compagnie. Et Paléo, je vous avoue que j'y allais pour préparer un épisode de Proxy Jeux avec mon compère BenoFX, que je salue s'il écoute ça, mais je vous avoue que dans cette chronique, on se fout un peu de la qualité du jeu, puisqu'il est surtout question de tisser des liens culturels avec des œuvres d'autres arts. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse, c'est dans les chroniques d'avril. Moi je vous avoue que les jeux coopératifs à information ouverte, dans lesquels il y a un effet leader qui peut assez facilement se déclencher, qui sont en général plus des puzzles qu'autre chose, ça me saoule assez vite. En général je joue plutôt en bonne compagnie, donc voilà, ça se passe plutôt bien. On laisse à chacun et chacune ses décisions, c'est vraiment rare qu'une personne devienne absolument insupportable. Alors ici c'était le cas, je veux dire, il n'y avait personne d'insupportable, mais au-delà de la bonne tenue des personnes autour de la table, parce que ça va vraiment dépendre des personnes, en fait Paléo propose plein de petits trucs qui permettent d'aller dans ce sens et qui favorisent les décisions individuelles auxquelles on va réfléchir en collectif, mais où va pas y avoir cet effet leader qui va trop se concrétiser, et par d'autres moyens il évite aussi d'être un puzzle un peu calculatoire que moi j'aime pas trop en termes de jeux coopératifs. Il y a aussi plusieurs modules, il propose évidemment de les suivre dans un ordre défini pour une progression de la difficulté, mais il y a aussi une certaine liberté. Si on a fini un peu la campagne, entre guillemets, mais c'est pas une vraie campagne, on peut assembler des modules pour faire ses propres scénarios. J'en profite pour noter une chouette version sur Tabletopia, sur quoi on a joué, même si j'ai eu l'occasion aussi d'y jouer en physique par la suite,
mais il y a un modèle que je trouve assez malin. En gros, les 2 premiers scénarios ils sont disponibles gratuitement, et ensuite si vous voulez pousser l'expérience plus loin sur Tabletopia, il faut prendre l'offre premium qui va offrir une rémunération aux créateurs. Je trouve que c'est un bon moyen pour se faire une idée du système, savoir si ça va vous plaire, et ensuite si vous le voulez, sortir les sous de vos poches, que ce soit pour la totalité en numérique ou pour une boîte physique. Et alors au-delà de ce modèle qui va un peu s'éloigner du jeu en lui-même, je trouve qu'on est dans du jeu de survie qui arrive à très bien intégrer son thème, à nous faire vraiment ressentir cette pression, par notamment le fait de devoir nourrir la tribu à la fin de la journée, par certaines difficultés à affronter des dangers, par aussi la fragilité de nos personnages, également par la difficulté parfois à récupérer certaines ressources qui sont nécessaires soit aux missions de fin de journée, soit à la confection d'outils. Au rang des bonnes idées, il y a ce choix qui est fait parmi 3 d'autres cartes, avec le rappel de ce qu'il est plus probable de trouver au recto de la carte. Alors ça va orienter, ça va offrir du choix, mais rien n'est assuré parce qu'on reste juste sur de la probabilité, et du coup Paléo en fait il sait aussi réserver des surprises. Justement il y a ce petit moment où on se dit je vais prendre ça parce que je cherche de la nourriture donc je vais plutôt aller vers la rivière, mais quand on retourne, il y a cette surprise, et du coup il y a ce petit suspense au moment où on retourne qui est vraiment cool, et ça évite en plus le côté information totale qui transformerait en fait le jeu en pur puzzle, et ça laisse aussi émerger des situations auxquelles il faut s'adapter. Alors quand les cartes sont révélées, on va devoir les résoudre dans l'ordre qu'on veut, et il y a un côté un peu plus puzzle. C'est ici je pense que l'effet leader a le plus de chances d'apparaître dans l'ordre de résolution des actions, mais honnêtement je trouve que même si on discute et que c'est un moment un peu collectif, en fait le jeu laisse le choix d'agir comme on le préfère parce qu'on a notre carte et on choisit de faire ses actions ou d'aider quelqu'un, on propose notre aide ou quoi. Alors évidemment il y a un choix optimal, mais je trouve que la manière dont le jeu est organisé en termes de forme favorise la prise de décision personnelle quand même si ça n'empêche pas du tout la discussion. J'ai aussi bien aimé le fait que, même si le premier scénario, dans l'absolu, il est pas très difficile si on fait un peu attention, en fait, faut quand même pas se laisser aller parce que la tension, elle reste présente. Ça, c'est super cool, un peu comme dans Kites, quand on joue à 2, des jeux qui n'ont pas grand chose à voir, mais il y a ce côté où, si on fait gaffe, ça va, c'est pas très dur, mais il y a quand même une tension qui est présente, et ça, c'est vraiment super cool. Je trouve que c'est vraiment, les premiers scénarios, une bonne introduction, qui prépare justement à des situations un peu plus ardues en douceur. Ça permet aussi de rester raccord avec le thème, ce côté un peu tendu. On trouve aussi, et je trouve que c'est chouette, une espèce de mini deck building avec on va ajouter ou supprimer des cartes à ce paquet qui va être chaque jour redistribué, mais redistribué pas de la même manière et à des joueurs ou joueuses différents. Ça va permettre de gagner en assurance, un peu comme si en fait on s'habituait à ce nouveau terrain, parce qu'on va virer des cartes qui sont pas bien, on va en rajouter des en général plutôt positives, et thématiquement c'est un peu comme si on s'habituait à un nouveau terrain, qu'on apprenait à maîtriser les environs, et comme on va retirer, en tout cas dans les scénarios que j'ai fait, on va retirer plus de cartes qu'on en rajoute. C'est amusant parce qu'il y a ce phénomène d'accélération des jours, chaque jour est un peu plus court que le précédent, alors c'est intéressant en termes de rythme de jeu, en termes de thème c'est rigolo, c'est soit comme si on fatiguait de plus en plus vite, soit comme si on se dirigeait vers l'hiver et que les journées étaient de plus en plus courtes, mais en tout cas ça permet vraiment une variation dans le rythme de la partie, et puis un tempo qui va augmenter en même temps que la tension, que ce soit la tension parce qu'on va vers la réussite, ou parce qu'on craint la défaite. Alors honnêtement, et même si je trouve que pour le moment les missions elles manquent un peu de folie, et que dans l'absolu il y a peut-être une certaine répétitivité qui peut s'installer dans le déroulé du jeu, en fait je pense que Paléo c'est tout simplement un des coopératifs du genre que j'ai préféré, si ce n'est mon préféré. Je vous avoue que là comme ça de tête j'en ai pas d'autres qui me viennent, que j'ai préféré jouer, sur lesquels j'ai envie de jouer là tout de suite. Je le trouve aussi assez décharné en termes de mécanique, pour éviter d'avoir trop de détails qui vont être chiants en termes de rythme de jeu. Là c'est vraiment assez efficace, assez droit au but. Il y a aussi une vraie narration, et pourtant des vraies mécaniques. C'est sans doute pas ce qui va être caractérisé comme un, je mets des grands guillemets, jeu narratif, et pourtant moi je trouve que beaucoup plus qu'un Andorre par exemple, enfin 1000 fois plus. Il y a aussi une très belle adéquation avec son thème et les ressentis qu'on a, la dynamique à su nous convaincre. Alors peut-être qu'il y a ce côté effet de surprise parce que moi j'y allais un peu à reculons, mais clairement c'est l'expérience ludique que je retiens de ce mois d'avril. Voilà, comme je l'ai dit en intro, pas de découverte qui m'ait vraiment bouleversé, si ce n'est ça, mais je vous en ai déjà parlé, mais la découverte du mode par équipe de Trio qui est incroyable. Je parle du jeu dans les jeux du mois de Proxy Jeux, je vous mets un lien dans la description, jouez-y, c'est incroyable. Rien de bouleversant, je disais, mais quand même, vous l'avez vu, des belles surprises et un paquet d'expériences assez plaisantes. Je le disais aussi en intro, mais j'attends maintenant vos réactions dans les commentaires, que ce soit sur les jeux que j'ai cités, que vous soyez d'accord ou non, peu importe, ou bien juste vous pouvez me faire part de vos propres découvertes du mois passé. Alors je parlais aussi de ça au début de la vidéo, je vous ai parlé des cartons, etc., vous savez, mais le mois de mai devrait être assez chargé, en partie, parce qu'il y a un week-end avec des camarades et des auditeurs et auditrices de Proxy Jeux, donc ça va être super. Je les salue si ils ou elles regardent cette vidéo, mais pas sûr de sortir un bilan du mois de mai, peut-être pas en tout cas début juin, parce que je vous ai parlé des cartons, je vais déménager, ça va pas mal m'occuper à la fois l'esprit, les bras, et même si je vais beaucoup jouer, j'aurai peut-être un peu moins de temps pour l'écriture et pour le montage,
sans compter que je sais même pas encore si là où je vais, internet sera disponible début juin. Donc peut-être, je croise les doigts, j'allais faire des guillemets, on peut faire des guillemets en croisant les doigts, peut-être au mois prochain, je vous souhaite de découvrir de belles choses, jouez bien, prenez bien soin de vous, ciao. Yeah.